Madame, Monsieur, bonjour. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a rendu sa copie définitive hier au terme de la finale épique entre les Lions de la Teranga et les Pharaons d'Égypte. Victoire des Lions de la Teranga qui, pour la première fois de leur histoire, monte sur le premier podium. Alors ce matin, comme vous pouvez l'imaginer, nous allons débriefer cette finale à grand enjeu. Et puis, nous n'allons pas oublier le match pour la 3e place qui a opposé les Lions indomptables du Cameroun aux Pharaons étalons de Burkina Faso. Victoire spectaculaire, victoire épique, victoire fabuleuse des Lions indomptables sur le score de 5-4 au tir au but après 120 minutes de jeu. Mesdames, Messieurs, installez-vous. Nous allons vous servir comme vous le souhaitez. Alors, dans un premier temps, la présentation des invités sur ce plateau. D'abord, Jean-Paul Lacono. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Emmanuel Jonathan. Bonjour à Casimir. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Bonjour aux techniciens grâce auxquels nous sommes suivis, n'est-ce pas, de par le monde entier. Bonjour Casimir Mangué. Emmanuel, bonjour. Bonjour à Jean-Paul Lacono. Bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent. Bonjour à tous ces techniciens qui nous permettent d'être regardés, d'être entendus. J'espère être à la hauteur, ce début de semaine, de cette émission qui me semble être les tirs au but. Les tirs au but. Alors, Casimir, la couleur rouge, c'est quoi? Quelle est la signification de la couleur rouge? Parce que vous arborez la cravate à la couleur rouge ce matin. C'est quoi la couleur rouge? Ben, je puisse vous avouer que la couleur rouge pour moi, ce n'est que du sang. Ah. Ça fait vivre l'être humain, ça fait vivre le monde. Donc pour moi, c'est du sang. C'est du sang. Alors, nous allons commencer, Jean-Paul Lacono, par la finale d'hier entre les Lions de la Teranga et les Pharaons d'Égypte. Une victoire suffisamment, amplement méritée des Lions de la Teranga qui montent pour la première fois sur le premier podium du continent africain. Oui, je pense... vous savez, c'est le président Aïdjo qui dit le vainqueur n'a de valeur que par rapport au vaincu. Donc, quand vous dites qu'une victoire amplement méritée et tout ça, c'est effectivement mérité, puisque l'adversaire s'appelait quand même, n'est-ce pas, l'Égypte. Et l'Égypte n'est pas n'importe qui ou n'importe quoi dans le football africain et même dans le football mondial. Donc, c'est vraiment une victoire que doivent savourer tous les Sénégalais aujourd'hui. Et je pense qu'ils l'ont fait, ils ont commencé timidement, n'est-ce pas, la compétition, au même titre d'ailleurs que l'Égypte. Curieusement, ils ont eu un parcours pratiquement identique où à moins un comme ça, n'est-ce pas, ils étaient sortis dès le premier tour, comme l'a été l'Algérie. Mais ils ont tenu, c'est ça aussi la marque des grandes équipes, ils ont tenu et au fur et à mesure, comme je dis, autant ils ont commencé par comme un moteur diesel, autant certainement ils ont fait la vidange et ils ont mis de l'essence et sont montés vraiment en puissance jusqu'à être parmi les finalistes pour nous offrir, n'est-ce pas, ce spectacle auquel on a eu droit hier. Oui, vraiment oui, je dis, le Sénégal, il fallait quand même, n'est-ce pas, que Dieu les regarda, n'est-ce pas, et puis accepta, n'est-ce pas, de les consacrer et pour une première fois, n'est-ce pas, être champion d'Afrique. Voyez-vous, ils étaient au top 10. Ils étaient au top 10, mais c'était presque la seule équipe du top 10 qui n'avait jamais remporté le sacré trophée continental. Trophée continental. Donc, vraiment, je pense que c'est bien pour le Sénégal. Et comme je ne sais pas, j'ai eu à le dire,
Mané a posé un geste vraiment de générosité, je ne sais pas si vous le savez, de générosité à Bafoussam, où il a eu, n'est-ce pas, à venir en aide à une famille dont un membre, n'est-ce pas, avait été gravement accidenté par un motocycliste, et pendant qu'ils étaient à l'hôpital, ils n'avaient pas de moyens. Quand Mané lui-même sortait de sa visite, vous vous rappelez que la veille, il avait eu une commotion cérébrale, n'est-ce pas? Il a trouvé cette famille éplorée, tout ça, ainsi de suite. L'enfant étant là-bas, abandonné à lui-même, puisque n'ayant pas de moyens pour que l'on puisse intervenir sur lui. Alors quand Sadio Mané leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il leur raconte l'affaire, il est parti dans la voiture, il est revenu avec 400 000 francs, n'est-ce pas, à la famille. Et je vous assure que c'est un geste de générosité. Et Dieu, n'est-ce pas, ne fermait pas les yeux sur ce genre de gestes. Et Dieu merci, vous avez vu, Sadio Mané aurait dû, n'est-ce pas, éviter la prolongation à ce match, parce qu'il rate un penalty dès la 7e minute, mais c'est lui qui donne finalement aux prolongations la victoire, n'est-ce pas, aux Sénégalais, en tirant le 5e but, lourd de responsabilité. C'était vraiment formidable, parce qu'il faut le faire. Louper un penalty en plein match, et on vous donne le dernier penalty décisif. Il faut vraiment être Sadio Mané, il faut être de la trempe des grands footballeurs, ce qu'il a démontré hier. Il a accepté cela et il a marqué. C'est la marque des grands footballeurs. C'est la marque des grands joueurs. C'est la marque des grands footballeurs, Casimir Mangué. Effectivement, ce sera attendu que les Lions de la Teranga baissent, n'est-ce pas, les bras, parce que vous ratez un tel penalty d'entrée, si c'était dans les encablures de la 7e minute de la rencontre, mais on a vu plutôt une équipe du Sénégal complètement transcendée, complètement regardée. L'équipe sénégalaise a donné de vraies leçons à tous les analystes. Vous avez souvenance que beaucoup de personnes disaient qu'une équipe qui a trop dominé une rencontre, quand elle arrive au tir au but, elle ne réussit pas. Le Sénégal a démontré qu'elle avait déjà mûri. Cette équipe a démontré qu'elle avait déjà mûri. Le Sénégal a montré que cette génération est bourrée de qualités qui manquaient aux générations antérieures, c'est-à-dire le mental. Et ça a donné raison également aux déclarations d'Ali Suisse, l'entraîneur, qui disait lors d'une interview qu'il a été dans plusieurs générations de Sénégalais, mais cette génération a une particularité, son mental. Et ils sont arrivés au tir là où on a besoin du mental. Et on a vu à l'image de Sadio Mané, qui d'entrée déjà à la 3e minute avait l'opportunité de faire douter davantage les Égyptiens. Il a raté cette opportunité. Il n'a pas baissé les bras. Ses camarades n'ont pas baissé le bras. Le banc de touche n'a pas baissé le bras. Et c'est Jean-Paul qui le disait. Quand vous avez raté une opportunité de faire la différence d'entrée de jeu, et au terme de la rencontre, c'est toi qui prends encore sur toi l'engagement de donner la qualification à ton équipe. C'est une parfaite illustration d'un joueur qui n'a pas seulement les qualités techniques, physiques, tactiques extraordinaires, mais qui a également un mental haut de gamme. On le dirait ici, un mental de fer. Donc l'équipe du Sénégal a mûri sur le plan mental, et ça s'est vu parce que l'Égypte aussi a réussi à se faire prendre dans son propre piège. Parce que les Sénégalais, tout le monde, y compris moi, beaucoup de personnes avaient imaginé le scénario Cameroun-Égypte. Surtout que l'Égypte venait de sortir de 2 matchs de tir au but. Ça faisait, je crois, le 4e match de prolongation. Donc l'Égypte avait un match de plus que le Sénégal. Parce que les 3 prolongations que l'Égypte a faites, ça faisait 90 minutes.
Donc, des 5-6 matchs que l'Égypte avait fait, plus ces prolongations, ça faisait déjà un match supplémentaire. Et il leur manquait un jour de récupération que les Sénégalais, vous vous souvenez que les Égyptiens ont sollicité que la rencontre soit renvoyée aujourd'hui pour qu'ils aient aussi... Mais on leur a rappelé que vous-même contre le Cameroun, souvenez-vous, vous avez joué dans ces mêmes conditions. Donc pour me résumer, c'est une équipe sénégalaise qui a mûri, qui a appris beaucoup de leçons sur ses antérieurs échecs et a fait, je vais dire, s'est remise en question et resté avec le même entraîneur national du Sénégal, sénégalais, dans la continuité pour arriver à faire ce qu'on a vu hier. Donc c'est une équipe sénégalaise qui a démontré qu'elle venait pour gagner ce trophée. Ok, effectivement, elle a gagné. Alors, le temps de recevoir Yannick Effa sur ce plateau, nous allons lui souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Yannick Effa, qui est également un analyste de haut vol. Je crois que Yannick a suivi cette finale entre les pharaons d'Égypte et les lions de la Teranga, une finale qui a connu la victoire et surtout le sacre de l'équipe sénégalaise. Yannick, bonjour. Bonjour Emmanuel Jonas, bonjour aux deux coachs ici présents, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous prennent encore ce matin. Nous sommes là, je crois que dans le cadre de la clôture de ce quotidien qui a été consacré exclusivement donc à la CAN qui s'est achevée hier. Oui, vous l'avez dit, avec le sacre du Sénégal et particulièrement moi j'étais fier. N'allez pas me poser la question pourquoi, juste parce que j'estimais que le temps était enfin arrivé pour le Sénégal aussi de soulever, voyez-vous, c'était historique, c'est le tout premier trophée de la CAN pour le Sénégal. Donc j'étais derrière eux, d'ailleurs comme la grande communauté sénégalaise qui est au Cameroun, que ce soit à Yaoundé ou encore les autres villes du pays. Alors Yannick, vous avez des acquaintances avec les Sénégalais parce que même lors de la dernière émission, vous montriez déjà votre faiblesse pour cette équipe sénégalaise. Oui, je vais continuer. Alors que l'arbitre féminin n'était pas sénégalaise. Je vais continuer dans la même lancée, effectivement, ce matin. Je crois, oui, je l'avais déjà un peu pressenti, hein, c'est-à-dire cette victoire sénégalaise. Je sais pas trop, un peu à l'image de Sadio Mané à l'issue de cette rencontre, lorsqu'il s'est rendu à l'interview, malgré le fait qu'il ait raté le pénalty à la 4e minute, moi je n'ai pas paniqué un seul instant. Je me disais que ça c'est l'affaire des Sénégalais. Ils sont restés surtout, j'ai suivi l'analyse du coach Mangué tout à l'heure, véritablement, on va le dire, hein, la tête sur les épaules tout au long de cette rencontre. Tant il est vrai qu'on voulait bien qu'ils puissent tuer la rencontre là au terme des 90 minutes. Parce qu'on connaît déjà un peu l'astuce de cette équipe, on connaissait déjà l'astuce de cette équipe égyptienne qui avait un jeu un peu pour vous endormir, parce que quand vous arrivez aux prolongations, ils feront tout pour attendre les tirs au but. Ils comptaient surtout sur ce fameux gardien, n'est-ce pas, qui est là depuis les 8e de finale seulement, parce que ce n'est pas ce gardien-là qui a joué la première phase, la phase de poule. Il est arrivé là suite à une blessure du gardien titulaire, et je pense qu'il a fait feu de tout bois dans les buts égyptiens. Il a surtout fait beaucoup de bien à cette équipe égyptienne. Donc hier, ils sont repartis sur les mêmes prismes, carrément, les Égyptiens. Voyez-vous, à un moment donné, c'était pas le niveau de jeu qu'on attendait à la finale. Le Sénégal donnait un tout petit peu le ton, mais l'Égypte était là pour subir. Pourtant, à une finale, on s'attend à ce que tout le monde puisse se lâcher. Tout le monde puisse se lâcher. Je sais que l'Égypte était consciente du fait qu'elle accusait déjà le coup au vu de tout ce qu'elle a eu à dépenser comme énergie depuis les 8e de finale où elle a entamé avec les prolongations tir au but. En quart, c'était prolongation. En demi-finale encore avec le Cameroun, prolongation tir au but. Et vous l'avez vu hier, donc avec un peu de réserve dans le jeu. Et du coup, j'ai envie de dire même que ça a marché. Ça a plutôt, cette stratégie-là a encore fonctionné hier, puisqu'ils ont amené le Sénégal à aller disputer cette épreuve fatidique des tirs au but. Mais les Sénégalais étaient plus costauds. Ça, il faut le dire. Ils étaient plus costauds, ils étaient plus prêts
comparativement au Cameroun, on a trouvé le Cameroun en demi-finale, surtout à l'épreuve de tirs au but, que le Cameroun était un tout petit peu surpris. Mais le Sénégal était paré à toute éventualité hier. C'est-à-dire, on peut gagner au terme des 90, aux prolongations, on peut réussir à mettre ce but-là. Et si jamais ça n'arrive pas, nous sommes prêts à aller jusqu'au tir au but. Vous avez vu Mané qui rate le tir, son penalty à la 4e minute, mais qui réussit quand même à donner cette victoire, ce trophée à son équipe avec le 5e but, 5e tir transformé. Je dis, oui, le Sénégal a beaucoup gagné en maturité, effectivement. Beaucoup d'ailleurs. Et c'est tout à l'honneur d'un homme, Aliou Cissé. Aliou Cissé. Oui. Tout à l'honneur d'un homme, Aliou Cissé. Je pense que, hormis Aliou qui l'a fait hier, il y a Belmadi, qui également est un local, qu'il avait déjà fait en 2019 avec l'Algérie. Qu'on peut dire quoi? Juste qu'on peut, on l'a déjà souvent décrié sur nos plateaux, que pourquoi on ne fait pas tant confiance aux entraîneurs locaux. Aujourd'hui, nous avons déjà... Ça, c'est notre débat. Oui, je le souligne juste en passant, c'est-à-dire que voilà déjà quand même de bons exemples. Voilà de bons exemples et d'autres nations peuvent suivre ce qu'on est en train de vivre. Alors, Jean-Paul Akono, au-delà du mental que les Sénégalais ont affiché hier au stade d'Olembe, sûrement qu'il y a eu d'autres clés de réussite au-delà du mental. Alors, quelles seraient ces clés de réussite de l'équipe sénégalaise? Ben, je crois que... Au-delà du mental. Oui, je crois que l'une des premières clés, c'était effectivement quand ils sont reçus avant leur départ, c'est-à-dire au moment où ils devaient prendre l'avion, ils sont reçus au palais de l'unité, au palais de présidentiel sénégalais, n'est-ce pas? Et le président sénégalais leur a dit vraiment, faites tout pour nous ramener la coupe. Faites tout derrière laquelle nous courons, faites tout pour nous ramener. Quand il remettait le... Au Mali, c'était le même procédé. Hein? Je ne sais pas si c'était le même. Je ne sais pas si c'était le même. Un discours musclé à ces joueurs, dit allez, je vous envoie entre parenthèses en guerre, ramener aux Maliens ce sacré trophée. Donc, oui, ils ont été quand même en finale et puis c'était quand même face sur le terrain. Cameroun. Et sur le terrain, ça a été un match de feu. La preuve, le Cameroun l'a gagné au tir au but. Parce qu'on se serait attendu, Manous, à un duel musclé entre Sané et Salah. Il y en a eu, mais il y avait ce match. Un duel musclé. Il y avait ce match dans le match, ça c'est clair, mais qui a tourné un peu l'avantage de Sadio Mané. Ça c'est sûr. Parce que, il faut le dire aussi, hein, même si, comment on l'appelle, Mo Salah, n'est-ce pas, n'a pas été aussi étincelant comme au précédent match, mais je crois quand même qu'il a été, je crois, une ou deux fois très dangereux. Il a fallu toute la dextérité, n'est-ce pas, de Edouard Mendy, n'est-ce pas, pour sauver la situation. Donc, je crois, tout dépend aussi avec de quelle manière, avec quel ton le président Macky Sall leur a parlé. Et je crois qu'ils sont donc partis, quand ils sont sortis de ce palais, vraiment étant déterminés, vraiment bien déterminés. Et tu as vu cette détermination qui les a épargnés, n'est-ce pas, d'une sortie prématurée au premier tour. Au premier tour. Mais après le premier tour, bon, la machine était certainement déjà huilée. Et de tous les matchs des Sénégalais qu'on a vus, il y avait vraiment de la concentration, de la détermination. Rien n'était négligé. Et surtout avec une figure de proue, n'est-ce pas, qui les tirait vers le haut, vers cette détermination, Sadio Mané. Il faut le dire. Sadio Mané vraiment a explosé à partir des matchs couperets, c'est-à-dire à partir des 8e de finale, jusqu'en finale. Donc, puis, même les joueurs,
ils étaient dans cette détermination, c'était quand même trop. Je crois que ça devait être la 3e finale disputée par les Lions de la Teranga. Et ils étaient toujours battus. Ils ont dit non, trop c'est trop. Cette fois-ci, on doit briser ce signe indien et ici, n'est-ce pas, inscrire notre nom dans le palmarès, n'est-ce pas, des pays ayant gagné ce trophée au moins une fois. Parce que le Sénégal a eu des générations de joueurs. Je me rappelle la génération de Abdou Diouf, du gaucher, là, comment on appelait Fadiga, Kalilou Fadiga, qui était là hier, et d'autres, vraiment. Les Jules Bocandé, tout ça, ainsi de suite. Et même à cet album, c'est ce qui est entraîneur aujourd'hui. Au moment où on croyait que vraiment le Sénégal était un bon partant, n'est-ce pas, pour s'adjuger la CAN. Ils étaient soit éliminés en quart de finale, soit éliminés en demi-finale, soit même parfois éliminés avant. Mais là, je crois que cette génération, il faut le dire, a tapé du poing sur la table et a dit non, il faut briser ce signe indien et avoir les Sénégalais disputer leurs différentes rencontres, que ce soit au premier tour, qu'à toutes les autres étapes de cette compétition, on sentait vraiment la détermination. Et sans oublier même qu'au départ, ils ont eu des cas de maladie avec la pandémie au Covid et ont été privés, n'est-ce pas, de certains joueurs. Donc c'est cette détermination, n'est-ce pas, qui les a motivés pour que vraiment, non seulement qu'ils puissent arriver en finale, mais dire qu'en finale, nous brisons le signe indien. Maintenant, nous aussi, on doit inscrire notre nom. Les Sénégalais ont bel et bien brisé le signe indien. Casimir, j'aimerais qu'on insiste, parce que là, on fait le débriefing de la finale d'hier, qu'on insiste sur les qualités techniques, les qualités technico-tactiques de l'équipe sénégalaise. Oui, on connaît les généralités, les grands joueurs, la génération dorée, mais hier au stade de Lembe, quelles auront été les stratégies technico-tactiques des Lions de la Teranga, Casimir? Vous avez voulu demander certainement quels sont les différents paramètres de performance sur lesquels se sont appuyés les Sénégalais pour faire la différence. C'est la même chose. C'est la même chose que vous voulez dire. Allez-y, mais en termes beaucoup plus vous êtes adressé à un entraîneur. Mon instructeur Jean-Paul Akone là, il vous dira qu'il y a les paramètres, il faut les citer. Il y a le paramètre technique, cette capacité à maîtriser le ballon, à pouvoir être appliqué. Il y a le paramètre technique, il y a le paramètre athlétique, à pouvoir résister aux charges physiques, aux intensités, aux efforts. Il y a le paramètre tactique, c'est-à-dire la coordination, la synchronisation entre les mouvements qui sont le placement, le déplacement, le replacement et enfin le paramètre mental. On peut donc surfer sur les 4 paramètres là pour voir le paramètre dans lequel les Sénégalais se sont imposés. Mais vous avez insisté beaucoup plus sur le paramètre tactique. Parce que quand vous parlez du terrain, on revient donc sur... On a eu une équipe sénégalaise avec beaucoup d'individualité qui a fait la différence face à une équipe homogène égyptienne qui misait sur son collectif et ses astuces. Comme le disait Manous, c'est une équipe qui s'est provoquée, c'est une équipe qui s'est perdu du temps, c'est une équipe qui s'est alterner les temps forts et les temps faibles et qui s'est souvent puisée dans ces temps-là pour soit régénérer, parce que par exemple cette équipe égyptienne qui a fait 3 matchs de 90 plus 30, elle ne pouvait donc pas faire face à une équipe sénégalaise qui était au point athlétiquement. Parce que dans ce genre de finale, l'impact physique, vous avez eu d'entrée de jeu que les Égyptiens ont voulu mettre du rythme pour faire douter les Sénégalais. Malheureusement, ce penalty, et c'est dans cet engagement qu'ils font une faute qui donne un penalty parce que ils ne se contrôlaient plus. S'il y a une équipe qui a haché suffisamment le jeu hier, c'était les Égyptiens. Quand ils venaient pour le pressing, dès qu'ils avaient raté d'intercepter le ballon, ils faisaient la faute sur l'adversaire. Donc c'est sur le plan purement tactique et sur le plan athlétique
athlétique sur le terrain que les Sénégalais ont fait la différence. Ils ont pressé très haut les Égyptiens. Ils n'ont pas laissé le temps aux Égyptiens de préparer leur situation d'attaque. Même si, jusque-là, les Égyptiens se sont retrouvés quand même une ou deux fois dangereusement dans la surface sénégalaise, il faut avouer que les Sénégalais ont été présents athlétiquement, présents tactiquement. Ils ne sont pas tombés dans le piège tendu par les Égyptiens. Maintenant, tous les entraîneurs vous le diront. Vous pouvez être techniquement au même point d'égalité, tactiquement au même point d'égalité, athlétiquement au même point d'égalité. Mais la différence se fera sur le plan mental. Et c'est de ça que tout le monde a parlé ici. On a vu ces gars même au tir au but ne pas baisser la garde, les Sénégalais. Ils y ont cru. Et je reviens donc sur ce que disait leur entraîneur, que de toutes les générations qu'il a parcourues, celle qui a mentalement surpris, c'est cette génération. Et on était là au niveau du mental. Cette finale, c'est dans le mental. Mais sur le terrain, on a quand même vu une équipe sénégalaise qui s'est déployée, qui s'est créée de nombreuses occasions, mais dans la précipitation et les imprécisions quand même, elle n'a pas pu elle n'a pas pu concrétiser quelques occasions nettes de but qu'elle s'est créée. Donc c'est une équipe sénégalaise qui a mérité sa finale, parce que dans tous les différents paramètres de performance, ils ont été au-dessus de la moyenne, contrairement à l'Égypte dans ces 4 paramètres de performance, qui dans certains paramètres a été en dessous. Forcément, ça a donné raison à cette équipe sénégalaise face à cette équipe égyptienne qui s'est fait prendre dans son propre piège. Oui, alors Yannick, moi je dis que cette équipe sénégalaise a manqué de réussite parce qu'elle aurait pu gagner au terme des 90 minutes réglementaires. Oui, on est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Et pourquoi? Il ne faudrait pas seulement là, à ce niveau, qu'on se focalise à la seule finale qui s'est disputée hier. Regardons un peu le parcours du Sénégal. Le Sénégal n'est pas cette équipe qui a marqué plus de 2 buts au cours d'une rencontre. Peut-être les 2 derniers, on va le dire ainsi, hein, même comme pardon, c'était beaucoup plus avec le concours des adversaires Guinée équatoriale ainsi que le Burkina Faso. Mais le Sénégal, c'est une équipe, on l'a vu surtout au premier tour, qui avait souvent peiné pour pouvoir inscrire ce but-là. On se rappelle qu'il finit le premier tour effectivement avec un seul but marqué, c'était au temps additionnel suite à un penalty. Donc, ils n'ont peut-être pas su véritablement corriger cet aspect. Je dis oui, il y a eu 6 buts dans les 2 matchs des demi et quart. Mais maintenant, quand vous avez un adversaire du calibre de l'Égypte, avec l'une des meilleures défenses de cette compétition, vous comprenez que ça ne devait pas être évident pour le Sénégal. Et c'est à ce niveau aussi que le Cameroun a beaucoup pêché. C'est-à-dire, quand vous avez une charnière comme celle, je disais, des pharaons, ben écoutez, à la moindre occasion, vous devez tout faire pour mettre ça au fond. Quand vous commencez déjà à rater 1, 2, 3, ça devient difficile. C'est-à-dire que vous les mettez totalement en confiance. Et du coup, il y a vous mettez en doute. En doute, voilà, c'est là où je voulais chuter. Et en face, maintenant, vous doutez, c'est-à-dire vous demandez, est-ce que vraiment on va réussir à franchir cette muraille? C'est d'autant plus que vous avez un garçon, le gardien de but égyptien, je ne sais pas trop, parce que sa carrure à elle seule, et c'est sur ça, il jouait, il surfait un peu sur ça. Dieu merci, le Sénégal, au niveau des tirs au but, il n'a pas cédé à cette corpulence du gardien égyptien pour pouvoir réussir leur tir au but. Il fallait marquer ce but-là au terme des 90 minutes, mais on l'a vu, ils n'ont pas pu. Et quand vous n'y arrivez pas, à la 4e minute, quand vous avez un gardien qui vous sort un penalty comme celui-là, ben écoutez, c'est toute l'équipe qui est mise en confiance. Je dis toute l'équipe. Heureusement que le Sénégal, on ne le dira jamais assez, effectivement, avec son mental costaud, et il pouvait également compter sur leur dernier rempart. Je pense que c'est le meilleur gardien africain de l'heure, Edouard Mendy, et même du monde. Un gardien qui a réalisé 2 jolies parades hier, très très jolies parades. Il y a d'abord cette frappe de Mohamed Salah, et je crois que c'était très aidé au Mohamed également, toujours dans cette 2e mi-temps, qui a également à plein axe ajusté une belle frappe et jolie claquette aussi d'Edouard Mendy. Donc, ça n'a pas marché, ils n'ont pas pu trouver la stratégie pour pouvoir
déjouer cette muraille égyptienne et inscrire ce but. Le doute, bien sûr, s'installait, mais beaucoup plus côté supporter. Parce que, voyez-vous, hier, c'était pas très loin comme si le Cameroun jouait. À chaque action, surtout au niveau des tirs au but, j'entendais, moi j'étais chez moi, commence à crier un peu de partout au quartier. Donc, je dis, il fallait, c'est là où ça devait forcément se jouer, au niveau mental, surtout qu'on arrive au tir au but. Vous le savez, c'est une compétition qui a eu quand même pas mal d'épreuves de tir au but depuis les huitièmes de finale jusqu'à la finale. Le Sénégal a montré tout simplement qu'il était plus costaud et c'est tant mieux. Je pense que c'est une victoire qu'ils n'ont pas volé les Sénégalais. Ils l'ont mérité, ils l'ont construit et aujourd'hui ils ne peuvent qu'en être heureux. Surtout que c'était devant le président qui a effectué le déplacement. Non, il n'était pas là. Il n'était pas finalement là. Non, il n'était pas là. Le président n'était pas là. Il a eu un empêchement de dernière minute. Il était à l'Union africaine. Le président de la fédération était déjà là puisqu'ils ont eu à prendre part. Il y a de cela 2 jours à une réunion avec le président de la CAF du côté de Douala. Donc tous les présidents de fédération des 24 équipes présentes au Cameroun depuis le 9 janvier dernier y étaient. Voilà, je voulais qu'on revienne effectivement sur l'aspect spectateur. On a vu un stade plein, vraiment plein. Est-ce parce que le chef de l'État camerounais était là ou alors c'était l'engouement sportif habituel des populations camerounaises? Emmanuel Jonas, si vous le permettez, je vais juste dire un petit mot sur le match d'hier, le match nul d'hier. Vous savez, les gens pensent toujours que si quand un match se joue, il faut des buts. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est pour cela d'ailleurs que les spectateurs se déplacent pour aller au stade. C'est pour aller voir les buts, les filets trembler et ensuite le beau jeu. Mais je vous assure, les gardiens de but font partie, n'est-ce pas, du jeu aussi. Hein? Que ce soit le gardien égyptien ou que ce soit le meilleur gardien, l'un des meilleurs gardiens du monde, sinon le meilleur. Mendy. Mais ils ont fait un match. C'est eux qui ont fait. Donc c'était le match des gardiens de but. C'était le match des exploits des gardiens de but. C'est-à-dire, vous venez de voir, on le montre encore, là, le gardien égyptien. Le Sénégal aurait gagné ce match avant les 90 minutes. Avant les 90 minutes. Déjà, le penalty que Sadio Mané tire en toute puissance, je ne sais pas par quel réflexe, n'est-ce pas, ce gardien réussit à faire la claquette et faire passer le ballon hors des buts. Ensuite, il y a deux assauts, n'est-ce pas, un d'un latéral sénégalais qui se retrouve dans la surface de réparation, croise et il réussit, voilà, c'est ça, je crois que c'était cette action, il réussit à mettre le ballon à côté, et un autre, je crois, où c'est de la tête, et ça, voilà, c'est cette action encore. Vous voyez comment il enlève carrément le ballon qui allait déjà au fond des filets. Donc, il faut dire que s'il n'y a pas eu de but, vraiment, c'est parce qu'il y a eu 2 gardiens qui font partie intégrale du jeu. Sinon, pourquoi ils sont là? C'est pour empêcher que les buts rentrent. Si tous les gardiens étaient finalement inviolables, c'est-à-dire qu'on ne leur marque pas de buts, mais tous les matchs se termineraient par 0-0. Et c'est ça qui fait le charme du football. C'est-à-dire quand vous voyez des gardiens, je vous assure, rien qu'à ces 2 gardiens, je crois qu'ils ont créé les émotions hier, autant que quand une équipe marque des buts, n'est-ce pas, des émotions que ça crée. C'est eux qui ont prolongé le suspense. Mais oui, ils ont prolongé le suspense. Ça, c'est un aspect que nous ne maîtrisons pas. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Vraiment, l'honneur qui revient à ces gardiens, à ces 2 gardiens. La preuve, vous avez vu, le gardien égyptien, malgré la défaite, a été sacré homme du match. Hier, a été sacré homme du match hier. Peut-être que ça échappe à beaucoup de gens. C'est lui qui a été l'homme du match. C'est lui l'homme de la finale. Il était en larmes. Mané était le meilleur joueur du tournoi. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir à votre question, c'est encore... l'afflux des spectateurs qui se sont rendus au stade de l'Embé. Vous savez, cette CAN, elle est vraiment... les Camerounais sont vraiment ingénieux. Mais ils ont qualifié cette CAN de la CAN sucrée, la plus sucrée de toutes les CAN.
Le président de la République, d'ailleurs, avait émis ce souhait que nous fassions, n'est-ce pas, de cette 33e édition de la CAN que nous avons. Une fête populaire. Une véritable fête, n'est-ce pas, fête africaine. Fête africaine, avait-il dit. Et vraiment, je crois que personne ne peut nier que à partir du 9 janvier, date de coup d'envoi, jusqu'au 6 février, date de clôture, on a assisté à 52 matchs extraordinaires. Extraordinaires. Même ceux qui sont, les équipes qui sont venues sans nom, hein, qu'on appelle le no-names, ont surpris, enfin, ils ont peut-être surpris les gens parce que tout le monde pensait que ça allait être vraiment des passoires, tout ça, ainsi de suite. Mais ça a été plutôt des équipes, non seulement qui ont créé l'événement, mais qui ont éliminé, en éliminant, n'est-ce pas, certains tenors, n'est-ce pas, qui étaient les plus favoris, à savoir par exemple l'Algérie, qui était d'ailleurs tenant du titre, et le Ghana qui est sorti prématurément, le Mali qui est sorti au 8e de finale par la Guinée équatoriale. Mais ça a été vraiment une CAN totale. Tous les matchs étaient agréables. Donc, automatiquement, les spectateurs qui ont boudé parfois certains matchs avaient eu tort. Et comme ils ont eu certainement les échos, alors ça faisait que les stades, partout où il y avait des matchs, étaient bondés de monde. Ça veut dire que le mérite revient aux 24 acteurs qui étaient, n'est-ce pas, les 24 pays qualifiés pour cette CAN et qui ont justifié vraiment leur qualification et justifié qu'ils méritaient, n'est-ce pas, d'être parmi les meilleurs parce que c'était les meilleurs 24 qui sont venus ici au Cameroun. Alors, Cassimi Mangué, on a vu les Égyptiens beaucoup plus disciplinés hier. Ils n'avaient plus montré leur esprit belliqueux, contrairement aux dernières rencontres. Ah ben ça c'est une image forte, vous avez bien fait de la remarquer. On avait comme l'impression que les Égyptiens savaient que ce n'était pas leur jour. Parce que leurs supporters qui sont souvent bruyants, on les a vus très disciplinés, moins hargneux, moins provocateurs. Même le banc, n'est-ce pas, oui, des entraîneurs. Comme si la cause était déjà entendue. Mais vous avez d'abord posé une question qui était importante. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait autant de monde au stade? Il faut d'abord dire que le Cameroun est un pays de football. Les Camerounais aiment le football. Et quand il y a des stars comme ça... Est-ce que c'était pas le fait que les Égyptiens ont éliminé les Lions Indomptables et que les Camerounais sont allés porter à la victoire cette équipe sénégalaise? Est-ce que c'était pas ça en filigrane? C'est aussi vrai que 60% de Camerounais avaient le souhait de voir le Sénégal vainqueur. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que les Sénégalais installés au Cameroun font aux Camerounais dans leur petite épicerie. Hein? Donc, forcément, vous avez un à côté de nous qui lui était déjà acquis à la cause sénégalaise. Complètement. Complètement. Donc, Yannick, par exemple. Donc, c'est une équipe sénégalaise qui nous ressemblait. Les Sénégalais étaient presque nos frères. Et moi, je peux vous avouer même que le fait que l'Égypte courait derrière sa 8e médaille, ça n'enchantait pas beaucoup de Camerounais. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui ont concouru pour que le monde soit plein au stade. Et quand le chef de l'État est là, surtout, quand il est là, ça dit que ce papa est aimé des Camerounais. C'est-à-dire, même quand il fait 1 an, vous ne le voyez pas. Dès qu'il sort, tous ses enfants voulaient le voir. Et ça a ajouté de l'eau à ce moulin. Donc, les Camerounais sont d'abord des sportifs nés. Et le football est une religion au Cameroun. En plus, beaucoup de stars se sont manifestées. Quand on vous parle quand même de Samuel Eto'o, qui va entrer au stade, a dit que Emmanuel, si on dit que Samuel va nous rendre visite ici, on aura de la peine de sortir. Donc il y avait des noms, ceux qui ont amené du monde au stade. On vous dit Salah, on vous dit Mané, on vous dit Mendy, on vous dit Gay. Il y avait quand même suffisamment de stars que beaucoup de monde, regardez seulement à travers la télévision, voulait les vivre physiquement. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui ont concouru pour que
le stade soit plein. Et je vous disais, les Camerounais, vous avez vu la finale des Lions, les femmes. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir un des matchs des Lions. J'étais déjà au stade Amadou à Idio, mais le monde qui avait m'a fait retourner à la maison pour aller voir le match. Je crois que ça devait être Cameroun-Ghana à la télé. En finale, c'était Cameroun-Nigérien. Pardon, ça devait être la demi-finale. De toute façon, il y a eu un match avant la finale que les Lions ont joué. Il y avait un monde qu'on ne pouvait pas contenir. Je me demandais, mais si les femmes dont on n'a pas l'habitude de voir jouer attirent autant de monde, c'est que le Cameroun est un pays de football. Donc, il y a aussi ça. Le président de la République, beaucoup de stars, le beau football, on l'a vécu. Et ça ne pouvait que mobiliser le maximum de personnes. Donc, c'était important que vous releviez, que vous interrogez sur ce qui a motivé autant de monde. Le chef de l'État, chaque fois qu'il doit bouger, les Camerounais se mobilisent. Les stars de football, quand elles viennent au Cameroun, les Camerounais veulent à tout prix les vivre en direct. Les Camerounais n'aiment pas qu'on vienne leur dire. C'est eux qui aiment aller dire. Tout ça, ça mobilise les gens. Ils aiment être témoins de l'événement, témoins oculaires. Ils aiment être les témoins oculaires. Donc personne ne voulait manquer cet événement. Et moi, c'est l'organisation artistique. C'est-à-dire qu'on a senti que les Camerounais étaient ingénieux. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé, nous qui avons été au stade hier, vous étiez au stade? Oui, j'ai décidé quand même d'aller voir ce match. Et il y a des choses que j'ai vues hier que je n'imaginais pas que ce soit les Camerounais qui soient en train de les faire. Il faut tirer un coup de chapeau. Mais je pense que le Cameroun reste et demeure une terre des sportifs. Une terre des sportifs. Yannick, moi je vous relance sur l'aspect purement populaire, l'engouement populaire au stade hier à Olembe. Oui, je pense qu'ils auront déjà tout dit, c'est-à-dire sur les éléments qui ont concouru effectivement, qu'on retrouve ce beau monde là au stade Olembe. Je pourrais peut-être ajouter une ou deux choses pour dire que, écoutez, ça fait 50 ans que le Cameroun n'avait plus organisé une compétition de cette envergure, dont les Camerounais, en leur âme et conscience, étaient bien sûr, je veux dire, jaloux de ce que cette affaire-là, autant ça avait bien commencé, qu'elle puisse également bien se terminer. C'était un challenge pour les Camerounais. Les Camerounais qui savent tout ce que le gouvernement, c'est-à-dire avec leur chef, a consenti en termes d'infrastructure. Il est donc, n'est-ce pas, de mauvais ton, et il serait même de mauvaise loi qu'on puisse disputer une finale, peu importe les équipes qualifiées pour cette finale-là, pour que les gradins soient vides. Donc c'est quand même, au niveau de cette prise de conscience-là, autre élément qui peut expliquer le fait que, en nombre, les Camerounais se sont donc décidés pour aller vivre en direct au stade, bonder ces travées-là, pour effectivement donner une dimension à la hauteur d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il le fallait. Et comment effectivement ne pas souligner ce côté artistique. Le coach Mangalul était au stade. Nous, on était devant les petits écrans. J'ai envie de vous dire que le présentateur de Soir de Cannes, le confrère de Canal+, il a perdu son latin. Non, ça je vous le dis, il a perdu son latin complètement. Et pour cause? Il ne trouvait pas de mots pour qualifier ce qu'il était en train de vivre en direct du stade Olembe. C'était tout simplement époustouflant. La parade culturelle? La parade culturelle. Ce d'autant plus que, voilà ce que le Cameroun a servi aux yeux du monde. À l'ouverture, c'était tout autre chose. Tout à fait. Hier, ils ont sorti l'autre carte. Je dis, le présentateur de cette émission a perdu son latin complètement. Il ne trouvait pas de mots. Ils étaient tous sur le plateau, éblouis par ce spectacle. Parce qu'on se serait attendu à voir une pâle copie du spectacle d'ouverture. Mais c'était diamétralement opposé. On a eu comme l'impression que ce sont les lions indomptables qui étaient à cette finale. Parce que ça, c'est la mobilisation. Généralement, quand ce sont les lions indomptables qui jouent, on ne pouvait pas imaginer que ce sont deux nations venant d'ailleurs qui jouent cette finale. C'était de l'inédit. Pour avoir ce public, généralement, c'est quand ce sont les lions.
Donc le Kokan a mis les petits plats dans les grands. Les petits plats véritablement ont été mis dans les grands. Ouais. Parce qu'il faut le voir, le président de la République, il est arrivé au stade. M. Paul Biya y est resté jusqu'à... J'ai bien regardé l'heure quand il s'est levé de la loge présidentielle. Il était exactement 23h17. J'ai dit oui, le pays l'a fait. Il l'a fait. Il était 23h17 pour entrer, n'est-ce pas, au palais. Avec le même enthousiasme, hein? Mais avec le même enthousiasme. C'est lui, l'honneur d'ailleurs lui revenait. Le président de la CAF qui se faisait accompagner par le président de la FIFA sont allés lui remettre ce trophée-là pour qu'il donne au vainqueur. Du haut de la loge. Oui, pour qu'il remette ça au vainqueur. L'image forcément retiendra, une belle image d'ailleurs, donc je pense à tout seigneur, tout honneur. Il le fallait bien. Hein? On lui doit tout ce qu'on a vécu, tout ce long mois qui s'est achevé hier avec le sacre du Sénégal. Donc, côté organisationnel, hormis l'incident que nous avons malheureusement eu lors de ce 8e de finale Cameroun-Comores, mais pour le reste, je ne pense pas qu'il y a grand chose à dire. Si oui, on a plutôt que des motifs de satisfaction pour ce qui est de cette organisation, le Kokan, avec tout ce qui, n'est-ce pas, était autour pour véritablement nous amener à ce que nous avons pu vivre jusqu'à hier à Olembe. C'est bien. Je pense que pour ceux qui doutaient encore, ils ont compris que le Cameroun, en Afrique il y a des pays, mais il y a le Cameroun. Je crois que c'est comme ça qu'on doit le dire. En Afrique il y a des pays, mais il y a le Cameroun. Pas parce que nous sommes Camerounais. Écoutez, il y a d'autres confrères qui disent exactement, peut-être même un peu mieux que ce que nous disons sur ce plateau ce matin. Donc pour dire que tout est bien qui finit bien avec, oui, un meilleur vainqueur aussi. Un bon, si vous voulez, vainqueur de cette 33e édition de la CAN qui se déroulait ici au Cameroun. Bravo donc aux Lions de la Teranga. C'était une victoire importante. C'était un sacre continental bien mérité. Bravo également au Kokan qui a su mettre les petits plats dans les grands pour donner à cette CAN une dimension on ne peut plus sublime. Maintenant, on en vient au débriefing du match pour la 3e place, match qui a connu la victoire spectaculaire des Lions indomptables du Cameroun sur les étalons du Burkina Faso. C'était vraiment spectaculaire, Jean-Paul Akono. Mené sur le score de 3-0, les Lions se sont surpassés, les Lions sont allés chercher dans leur trip l'égalisation pour enfin être sacrée 3e meilleure équipe de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment l'intérêt que les Lions ont su susciter, n'est-ce pas, pour cette rencontre du match de personnes. Parce que je vous l'assure, je l'ai vu aussi par la télé, d'abord les gradins n'étaient pas aussi pleins, les gens ont boudé, il faut le dire, parce que je disais que bon, ce n'est pas pour ça que nous on a organisé la coupe, n'est-ce pas, exactement comme en 72, ce n'est pas pour cela qu'on a organisé la coupe, on a organisé la coupe pour la gagner. Maintenant, le moral même de l'équipe, n'est-ce pas, dès l'entame du match, avec tous les bouleversements qu'il y a eu, et tout, je ne sais pas combien de joueurs ont été mis de côté, et comme si on faisait tourner l'effectif. On ne fait pas tourner l'effectif quand c'est la fin, n'est-ce pas? On se dit que bon, si on gagne, si on perd, on a déjà perdu l'essentiel, l'objectif pour lequel on a organisé cette CAN. Mais j'ai dit mener 3-0, ça a donné raison à tous ceux qui ont boudé et à tous ceux qui étaient dans la logique telle que je l'exprime là maintenant. Et à la 2e période, il y a eu les cadres sont entrés, vraiment, et là tu sens vraiment que c'était véritablement des cadres, n'est-ce pas, qu'on a privé de tirs au but, dernièrement, à qui on a privé les tirs au but dernièrement face à l'Égypte. Quand ils sont entrés, ils ont eu un certain sursaut de regard, ils ont dit mais comment, même si vraiment nous n'avons pas atteint l'objectif principal qui était
de nous hisser, nous n'avons pas atteint l'objectif principal qui était de nous hisser, n'est-ce pas, en finale, et pourquoi pas gagner cette CAN. Mais quand même, 3-0, pays organisateur, Lion indomptable, j'ai l'impression qu'ils sont venus avec, n'est-ce pas, cette sursaut d'orgueil. Et on a vu comment la physionomie du match a complètement changé. Je crois qu'à moins de 15 minutes ou 20 minutes, nous étions à 3-3. Nous étions à 3-3. Et ça vraiment, ça a réveillé même les spectateurs, quelques milliers de spectateurs qui étaient dans les tribunes, qui étaient déjà pratiquement résignés du sort qui nous arrivait. Ils se disaient que bon, c'est normal, les joueurs n'avaient plus la tête à la compétition. Mais ça a réveillé, eux aussi ils ont eu un souci d'orgueil. Et le match s'est terminé comme si nous venions de gagner, n'est-ce pas, le trophée continental. Le trophée continental. Et j'ai bien aimé, n'est-ce pas, le style, la figure de style que Casimir a utilisé tout à l'heure en off, qu'on a plutôt vu, n'est-ce pas, cette image, effectivement, elle est réelle. On a plutôt vu les seconds, les deuxièmes, n'est-ce pas, qui étaient en pleurs, et les troisièmes qui étaient en joie. Alors, Casimir Mangué, moi, je pense que la médaille même de bronze, c'est quelque chose d'important parce que ça entre, n'est-ce pas, dans le décompte des faits historiques. Mais moi, j'ai été fortement impressionné par la manière, la façon de gagner. Mais tout le monde, pas seulement vous, Emmanuel Jonas. Après, je me suis dit, je crois qu'il va falloir qu'on, chaque fois que les Lions vont jouer, qu'on dise à l'adversaire de nous marquer le premier. Il va peut-être falloir comme ça. Chaque fois que les Lions ont été menés, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ça réconforte tous ceux qui ont dit que lorsque le Lion est blessé, il devient plus furieux, plus méchant. Il n'y avait que ces joueurs, je le dis en tant qu'entraîneur, même les entraîneurs qui sont au banc de touche n'y croyaient plus. Il n'y avait que les Lions indomptables eux-mêmes qui croyaient encore à la capacité de revenir au score et de gagner le match. Et cela s'est traduit au niveau des tirs au but. Ils ont été plus sereins quand ils sont arrivés à l'épreuve des tirs au but que au tir au but antécédent face à l'Égypte. C'était inimaginable. On peut vous mener toute une première mi-temps. J'ai vu Marseille se faire mener l'autre jour 2-0 en première partie et finalement gagner, je crois, 5-2 ou 5-2. Voilà, c'est possible. Mais si jusqu'à 15 minutes de la fin du match, et même c'était même 13 minutes de la fin du match, vous êtes encore mené 3-0, vous revenez au score, ça doit susciter... Et dans un match où il n'y a pas de prolongation. Voilà. Ça doit... C'est-à-dire que c'est une euphorie. Donc vous ne pouvez pas imaginer la joie que personnellement j'étais... Je disais, ben, si... Donc, nous avons des Lions capables chaque fois de faire la différence. La faute, ce n'est donc pas ces garçons. C'était inimaginable. Ce qu'ils ont fait, et c'est pour ça que quand je suis arrivé en Europe, je disais que le football va tout m'apprendre. Je me rends compte que il vaut mieux avoir la 3e place que d'avoir la 2e. Parce que j'ai vu ceux qui ont été 2e en larmes, en regret, et ceux qui étaient 3e, ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que c'est pas la médaille, mais la façon, le comportement qu'ils ont affiché. C'est ça qui a donné énormément de la joie. C'était inimaginable. On savait que la cause est entendue. Et personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et vous avez vu le penalty de Koundé Malone. Le penalty de Koundé Malone qui va ricocher la transversale et rentre dans les filets. C'était un penalty qui était considéré comme perdu. Mais, Emmanuel, quand vous êtes serein, quand vous êtes déterminé, vous pouvez soulever les montagnes. Et c'est ça qui a caractérisé les Lions dans cette opposition contre le Burkina. Parce qu'en réalité, le Burkina, lui, quand vous regardez ce match, le Burkina
n'a pas fait de modification dans son classement. Le Burkina a mis son équipe parce que le Burkina t'aidait à ce métal. Et c'est vous qui le releviez tout à l'heure. Si ça n'avait pas de sens, on n'aurait jamais introduit ça. Et on vous dit, c'est la petite finale. C'est pour ça que même hier, je voulais qu'on appelle ça la grande finale. Parce qu'il y a eu une petite finale avant et une grande finale à la suite. Donc j'ai été étonné, peut-être qu'on va y revenir. Pourquoi, au début de la rencontre, on a fait des choix qui ne me rassuraient pas pour la suite de la rencontre. Voilà, alors il faut dire que la CAF avait changé, n'est-ce pas, des dénominations pour cette rencontre. On appelait cette finale la petite finale, enfin cette rencontre, mais la CAF a dit que c'est le match pour la 3e place. Donc il n'y a plus de petite finale comme on l'appelait initialement. Ça, il faut que les téléspectateurs le savent. Alors Yannick, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur l'attitude de Conceição. Oui. Alors, vous qui êtes souvent dans les secrets de ces choses, j'ai eu comme l'impression que Conceição n'était pas son classement. Parce que dès que le match commence, Conceição est assis, complètement assis pendant au moins 30 bonnes minutes. Abandonnant, n'est-ce pas? C'est Poulain, n'est-ce pas, dans l'arène. Aucune consigne, il n'est pas actif, il n'est pas soucieux. Alors, comment on peut expliquer, Yannick, une telle attitude? C'est que voilà donc un monsieur qui se fout complètement des Camerounais. Parce que vous avez bien vu ce qui s'est passé ce jour. C'était samedi. C'est du jamais vu quand même, un peu de l'inédit. Et il n'y a que Conceição pour le faire. Le coach Manguengou dit qu'en face, le Burkina a pratiquement gardé le même groupe qui a disputé la demi-finale. Mais chez nous, à 90%, l'équipe a été modifiée. La raison, c'est laquelle? Peut-il nous donner la raison? Qu'est-ce qui l'aura motivé à modifier l'équipe à pratiquement 90%? Je dis donc, ça c'est se moquer des Camerounais. Et vous parlez de son attitude. Mais regardez, c'est révoltant. Il s'est retrouvé carrément assis au banc de touche. Sans mot dire, sans geste faire. Donc l'équipe était complètement abandonnée à elle-même. Et voilà comment on était pratiquement sur le KO. Au bout de des 45 premières minutes. Non, au coach Mangué, j'ai envie de lui dire, le Burkina nous a permis de gagner. Parce que ce Burkina Faso, quand il mène 3-0, il sait que la messe est dite. Tout à fait. Oui. Le Burkina, regardez effectivement les 20 dernières minutes. Le Burkina sait que la messe est dite. Donc on ne force plus rien. On ne contrôle plus de rien. Et c'était là l'erreur. C'était donc mal connaître le Cameroun. Et peut-être le Burkina ne savait pas où il se trouvait. Coach Mangué, c'est là où ça se joue. Le Cameroun était en Fandena. En Fandena, on ne perd pas. Je dis bien qu'en Fandena, on ne perd pas. La compétition, si nos matchs seraient même joués en Fandena, écoutez, même si c'était devant quel adversaire, que nous serions aujourd'hui champions d'Afrique. Mais on était quand même, on avait perdu le 8 octobre 2005 hein, face à l'Égypte, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Si, on a raté le dernier penalty. Non, moi je parle bien. Mais c'est une défaite. Non, c'était pas une défaite. Si, on a fait un but partout. Non, coach, il faudra que vous allez quand même intervenir. C'est une défaite. Non, parce que est-ce que le penalty était dans le temps additionnel? Non, l'Égypte ne nous a pas gagné. Si. Non. Si. C'est un échec. L'Égypte ne nous a pas gagné. On a fait un but partout. Mais on était à un but pour que nous partions à la Coupe du Monde de 86. On menait l'Égypte 1-0. L'Égypte a égalisé. Et ensuite, il nous fallait donc... On nous a octroyé, entre parenthèses, on nous a octroyé à la toute dernière seconde. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est une victoire. C'est pas une victoire. Oui, c'est pour ça que... Non. J'ai dit que le Cameroun ne perd pas. Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne au niveau des terminologies. J'ai dit que le Cameroun ne perd pas. Et là, il a perdu. Non. Comment vous dites non? Quel était le score? Un but partout. Non, c'était un but partout, effectivement. Oui, c'était un but partout. Bon, voilà. Alors... Vraiment, le Cameroun ne perd pas en Fandena. Donc, j'ai envie de mettre également cela sur ce coup. J'ai envie de dire que c'était un but partout, synonyme d'une élimination. Oui, c'était élimination. Donc, par rapport au score que nous avions eu à faire avant. C'est 1-1 devenait avec valeur de défaite. Si l'Égypte gagnait 1-0 ou 2-1,
ça n'allait pas être différent que d'avoir fait 1-1, puisque nous étions quand même... Nous ne pouvons qu'à ce moment, en 2007... Mais moi, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire... en termes de pas de chiffres... Voilà, en termes de résultats... D'accord. C'est difficile. En fait, moi, de toute façon, je ne sais pas, il va falloir qu'on aille chercher ça un peu plus loin pour voir... Même si en 72, on avait perdu. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher ça très loin maintenant pour... trouver la dernière défaite du Cameroun au stade Amadou Ahidjo, donc c'était important de le souligner. Et effectivement, les Lions ont tenu à faire respecter cette tradition-là samedi dernier. Même qu'ayant effectivement ayant été malmené 3-0, réduit et puis égalisé pour faire les prolongations et aller enfin faire ce qu'ils n'ont pas pu nous montrer lors de la demi-finale, d'être costaud à cette séance de tir au but et l'emporter. Je voudrais effectivement qu'on reste un peu sur l'attitude de Conceição. Vous l'avez vu, c'est-à-dire le premier 11 entrants que nous recevons, il y a un joueur qui figure dans ce 11 entrants qui s'appelle Eric Massim Choupo-Moting, sauf qu'à quelques minutes du coup d'envoi, son nom disparaît dans la liste. Je crois qu'il a fait une sortie par la suite. Il a été frustré. Il n'a pas toléré le fait que le coach lui manque autant de respect. Et enfin, il a dit plus jamais sous les ordres de Conceição. Il jouera encore, il jouera encore avec les couleurs du Cameroun. Parfaitement d'accord. Vous vous rappelez, lorsqu'on était en train de faire le débriefing de la demi-finale, je l'ai dit ici. Et je sortais même un tout petit peu de bégon quand je posais la question de savoir qu'est-ce que Choupo-Moting doit à Conceição. Et il a tout fait. Dès que le match est terminé, en conférence d'après-match, pour dire qu'il n'y a pas un problème, Eric Massim Choupo-Moting, pourtant le garçon, 24 heures plus tard ou alors 48 heures plus tard, était en train de nous rassurer effectivement qu'il y avait un problème, Choupo-Moting, dans cette équipe. Donc je ne comprends pas comment tu peux avoir un garçon comme Eric Massim Choupo-Moting qui a évolué il y a de cela 2 saisons au Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui est quand même sociétaire du Bayern Munich, l'un des meilleurs clubs au monde. Comment tu fais pour partir des quarts de finale, demi-finale, sans toutefois ne serait-ce que goûter 15 à 10 minutes à un bonhomme comme celui-là? Si vous n'avez donc pas de problème, comment est-ce que tu l'expliques? Il n'y a pas d'explication. Tu ne viens pas en conférence de presse dire qu'il n'y a pas de problème Choupo-Moting et tu passes. Non. Comment est-ce que donc tu l'expliques? Comment il est resté au banc? Donc vous comprenez que c'est pour ça que je dis que c'est un monsieur qui, quelque part, se moque des Camerounais. Ok, on a eu un autre, n'est-ce pas, qui a gagné la CAN avec le Cameroun en 2017, Hugo Bros. Ce que moi je dis, c'est tant mieux parce qu'ils viennent chercher leur CV au Cameroun. Ils repartent avec une place de demi-finale avec les Lions Indomptables. Il a remporté la 3e place. C'est tant mieux. C'est-à-dire si ça pourra aller l'aider dans la suite de sa carrière. Mais toujours parlant de cet Hugo Bros-là, je vois bien ce qu'il est en train de faire en Afrique du Sud, non? L'Afrique du Sud n'a pas été, alors que nous jouons là une CAN à 24 équipes, l'Afrique du Sud n'a pas été invitée dans cette kermesse du football africain. Donc le Cameroun, ce n'est pas un pays dont on vient là pour venir blaguer n'importe comment. Il y a des moments où cette équipe peut jouer même sans entraîneur. Parce que c'est aussi ça, la particularité des Lions Indomptables. Donc c'est important. Je dis, on ne peut pas manquer de respect à tout un peuple, comme je l'ai vu lors de cette première mi-temps. Surtout l'équipe qui a été alignée pour jouer contre le Burkina Faso. J'avais même l'impression qu'on avait déjà dit « ha », c'est-à-dire on ne voulait même plus, vraiment qu'on en finisse. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai vu ce 11 entrants. J'ai eu vraiment cette expression que, voilà un monsieur qui dit « on en a assez, advienne que pourra ». Voilà, Casimir, maintenant, le mal est consommé, on est passé à côté de notre 6e sacre continental. On pensait qu'on aurait une autre médaille, une autre étoile flanquée sur le maillot des Lions. Ça n'a pas été fait. Et maintenant, faut-il conserver cet entraîneur, sélectionneur camerounais, Conceição?
toute façon, je vais d'abord vous prier de faire attention à votre téléphone parce qu'on va vous appeler maintenant pour dire que Casimir a saboté son collègue. C'est que quand on fait des analyses... Si vous ne pouvez pas analyser, moi je prends la parole à Yannick. C'est pour ça que je dis attention à votre téléphone parce qu'on va vous le saturer pour vous dire que Casimir a saboté l'entraîneur camerounais. On n'invente rien, on n'invente rien, Casimir. On n'invente rien du tout. Quand vous vous référez aux déclarations de Maxime Choupo-Moting, vous avez envie de vous poser la question de savoir s'il était à côté d'un encadreur. Et puis, il faut le dire à nos téléspectateurs, il y a l'entraîneur et le coach. À l'équipe nationale, ce sont les coachs. Les entraîneurs, c'est dans les clubs. Parce que dans le club, tu apprends encore à un enfant à faire quelque chose. Le coach, c'est celui-là qui met en harmonie tout le potentiel dont il dispose. Savoir que si je mets Emmanuel Jonas Kana et Yannick, je suis sûr d'avoir en face de Jean-Paul Akono un duo formidable. C'est ça l'équipe nationale. Donc, l'équipe nationale a manqué un coaching. Et l'équipe nationale nous a montré à la 3e place qu'on avait du potentiel. Donc, on avait des joueurs, mais on a manqué quelqu'un pour les mettre en harmonie. Voici mon instructeur Jean-Paul Akono. Il vous dira, tout entraîneur qui se reconnaît dans cette casquette d'entraîneur, avant de sortir la liste et le classement, la première question qu'il pose toujours aux joueurs, c'est qui n'est pas prêt, qui est blessé, qui est indisponible, qui a un souci. Comment pouvez-vous avoir le nom de Maxime Choupo-Moting sur la liste des joueurs sans que ce joueur ait été consulté, sans que l'entraîneur lui ait dit que Maxime, je voudrais avoir un entretien avec toi parce que c'est toi qui vas porter le brassard, parce que... Et que l'entraîneur accepte que la communication publique qu'il était blessé alors qu'il n'était pas blessé. Alors que le joueur a eu un entretien en disant, au regard de l'importance du match et de mon inconfort mental, parce que j'ai été frustré, je préfère qu'un coéquipier qui est bien joue ce match parce que je ne suis pas sûr de donner le meilleur de moi-même. Qu'est-ce qui était dur que la communication soit faite? Justement parce qu'on voulait masquer des choses. C'est de l'inédit. C'est une faute professionnelle parce qu'un entraîneur ne peut pas communiquer une liste sans avoir consulté ses joueurs et son staff. Comment on peut expliquer que Choupo-Moting ne soit plus sur le terrain alors que son entraîneur avait déjà publié qu'il va jouer? Justement parce que c'est un entraîneur qui ne sait pas comment on manage. C'est ça qui a manqué à l'équipe du Cameroun. Et dans les différentes clauses du contrat, je pense que l'une des clauses, c'était de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Résultat des courses. Résultat des courses, ça doit remettre... Il doit remettre le tablier. Ça doit, oui, parce que... On ne doit pas trop tarder ou tergiverser là-dessus. Allez-y, Casimir. Je pense que... Je vous suis attentivement. C'est un entraîneur. Peut-être c'est un entraîneur. Ça peut être un bon entraîneur. En club. Mais tu dis, Emmanuel, pour nos téléspectateurs, il y a une différence entre un entraîneur et un coach. Les équipes nationales, c'est pour le coaching. Les clubs, c'est pour... Donc, il serait bon pour le TKC, par exemple, hein, c'est contre Sao. Oui, moi je pense, parce que c'est quelqu'un... Le TKC, peut-être des Team Sport. Peut-être, non, peut-être le TKC. Emmanuel, il est inspiré parce que le TKC... Parce qu'en réalité, c'est un Portugais et les Portugais aiment la baballe. Hein? Quand vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas de la virilité, mais il ne peut pas entraîner le canon. Parce que le Tonnerre aime le beau jeu. Le canon, lui, c'est... On n'est pas là pour le spectacle, on est là pour la victoire. Donc, c'est possible qu'il soit un bon entraîneur. Mais là, c'était le canon de Jean-Paul Akono, hein? Allez-y. Non, mais même le canon de Jean-Paul Akono, là-bas, c'était des compétiteurs et des gagneurs. Mais dans le Tonnerre, c'était d'abord des gagneurs. Le canon, c'était des gagneurs. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ne voulaient pas savoir s'ils vont vous faire 10 passes ou 15 passes. Pour eux, c'était l'objectif final, c'est gagner avec ou sans manière. Ça, c'est un profil qui convient. Quand vous regardez les statistiques du Camerounais, peut-être ça échappe à beaucoup de personnes. L'une des piètres défenses de cette compétition, c'est le Cameroun. Je crois 7 buts concédés. Quelle est encore l'équipe qui a concédé 7 buts? Quand on sait que l'une des particularités du Cameroun, ce sont ses bases arrière. Pour battre le Cameroun c'est toujours caractérisé par son organisation défensive. Quand vous avez donc une équipe qui vient dans un match comme celui-là, devant son public,
qui vient avec des gens qui ne sont plus en confiance, pourquoi on ne doit pas prendre 3 buts en 20 minutes? Comment tu gères, toi, l'entraîneur? Tu vois même en face ton adversaire collègue qui met toute son équipe type. Toi, tu viens avec des joueurs qui ne sont pas en confiance. Tu laisses tous tes cadres. Tu veux même saboter leurs ambitions. Qui vous dit que Vincent Aboubakar n'aurait pas marqué 4 buts et battre le record de Laurent Pokou? Et pourquoi il ne vient pas avec cette ambition? Que j'ai Kale Toko Ekambi, j'ai Vincent Aboubakar. Au moins que l'un d'eux batte le record. L'entraîneur vient pour son ambition et l'ambition de l'équipe, l'ambition des joueurs. Vous voyez donc au niveau du coaching, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que le tact et la dextérité de la gestion ont échappé à cet entraîneur des Lions Indomptables. Les Lions Indomptables ont une marque. Pour être entraîneur des Lions Indomptables, on ne devrait pas, qu'on ne vous trompe pas. Comment il s'appelle? Claude Leroy et celui que Manus avait remplacé, c'est qui était devenu directeur technique en 2000, Pierre Lechamp. On réussit au Cameroun parce que ce sont des psychologues. Moi j'étais avec Pierre Lechamp à la Cadi Sport Academy quand il préparait le match contre l'Érythrée ici. Quand vous écoutez ce monsieur échanger avec des joueurs, vous avez constaté qu'il a un problème de communication. Et quand vous ne communiquez pas avec les joueurs, vous prenez un interprète. Vous croyez qu'il va aller dire, Emmanuel, si vous me dites tout à l'heure d'aller rencontrer Franck Peck pour un message, vous croyez que je vais lui dire intégralement ce que vous avez dit? Il y a quand même quelque chose qui va échapper. Même peut-être le feeling. Parce que Franck Peck aurait mieux compris ce que vous voulez dire que moi qui vais lui dire ce que vous voulez lui dire. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont concouru pour que ce coach ne soit pas à la hauteur des Lions Indomptables. Vous avez vu les tireurs de la 3e place, ce sont les cadres qu'il avait remplacés, je crois c'est Jean-Paul ou vous-même Emmanuel, qui avait rappelé ça ici. Quand vous manquez le coaching en sélection nationale, on doit vous débarquer parce que ce sont des fautes lourdes. Quand vous manquez de coaching, ce sont des fautes lourdes. En administration, quand il y a une faute lourde, si on ne vous révoque pas, au moins on vous traduit en conseil de discipline. Cet entraîneur n'a pas beaucoup aidé les Lions Indomptables. Cet entraîneur n'a pas su utiliser le potentiel dont il disposait. Une équipe qui parvient à remonter un score de 3 buts à moins de 20 minutes de la fin de la rencontre, ça veut dire qu'il y avait du potentiel. Comment expliquer donc? L'Égypte qui a joué la finale là, on peut dire qu'elle a été plus forte que le Cameroun. Le Sénégal qui prend cette finale n'a pas été plus fort que le Cameroun. Mais il y a eu des entraîneurs sur les bancs de touche. En somme, Casimir, vous avez développé. En somme, quelle est la réponse? Faut-il le dégager entre parenthèses ou le conserver? Parce que le Cameroun a l'art de maintenir des entraîneurs qui n'auront pas réussi ce qu'on leur demandait. On a vu, pour que Brosse parte, il a fallu encore une opération herculienne pour qu'il soit débarqué. J'ai une petite idée de certains compatriotes à la tête de certaines institutions. Il vaut mieux les laisser aller jusqu'au bout. Parce que si on fait... Alors quand vous dites aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi concrètement? Le laisser au niveau des barrages, le laisser... Oui, qu'on le laisse. Parce que si vous prenez Yannick Effa tout à l'heure, vous le nommez, les gens vont saboter. Alors là, tout de suite, là, je donne la parole à Yannick. Parce que là, je pense que Casimir a quelques choses à préserver dans cette histoire. Oui. Peut-être qu'on pourrait également le nommer, pourquoi pas, hein? Il a le profil. Mais il surfe. Ils ont tous des profils. Ils ont tous des profils. Aujourd'hui, pour moi, ça ne me gênerait pas de retrouver les 2 entraîneurs sur le plateau à la tête d'une des sélections nationales. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que les Lions Indomptables. Il y en a quand même toute une pléthore. Pourquoi pas pour également aussi aller faire leur preuve de ce côté-là. Mais je pense quand même que selon certaines indiscrétions, Conceição aurait déjà signé lui-même sa démission. De toute façon, on attend de voir pour confirmer cette information-là. Mais je vous assure que ça ne sent pas bon de toute façon. Ça ne sent pas bon. Faudrait-il le laisser jusqu'en peut-être en mars pour la double confrontation des barrages pour le mondial contre l'Algérie. Et pourtant, en Algérie, on a débarqué, n'est-ce pas, la sélectionneur, juste après. C'est juste le manager, voilà. Pour apporter un peu de sérénité
dans cet encadrement technique. Moi, je pense effectivement que s'il faut faire des choses, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour aller dire, pour donner un peu de temps à celui qui va arriver, de pouvoir s'imprégner et surtout de pouvoir déjà avoir son ossature. Puisque nous n'avons pas de temps. En mars, là, le 26, il faudra aller chercher cette qualification-là devant une grosse pointure qui est l'Algérie. Nous ne devons pas perdre cela de vue. L'Algérie, malgré le fait qu'elle a été éliminée au premier tour, ça reste quand même l'Algérie. Deuxième nation africaine au niveau du ranking, même comme les choses vont changer à l'issue, n'est-ce pas, de la CAN qui s'est achevée hier. Donc s'il faut, pourquoi ne pas le faire maintenant? Il y a des entraîneurs qui ont été débarqués. Je ne sais pas trop du côté de si c'était, je ne sais pas de quel pays, ou Maroc ou quel pays, ça n'a pas marché, écoutons te débarque. Et on va penser à un autre rapidement. Je vous l'ai dit, la prochaine expérience, et celle-là, elle est très très importante. Ce sont les le 23 et le 29 mars. Oui, 23 et 29. 23, on est ici. Oui, ce sera ici, oui, Cameroun. Et le 29 à Blenda. Et il faudrait aller... Une semaine plus tard, voilà, aller chercher, n'est-ce pas? Même pas une semaine. C'est 6 jours. 6 jours. Oui, 6 jours. Ça sera même moins parce que là, il faudra également mettre le temps du voyage. Donc ça va ressembler à 4 jours tout simplement pour préparer le match retour du côté de Blida. Et les Algériens bien amener les gens en altitude là-bas pour aller un tout petit peu les perdre. Donc tous ces paramètres là comptent. S'il faut toucher l'encadrement technique, je dis c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Il ne faut pas attendre une semaine, il ne faut pas attendre 2 semaines. Nous sommes déjà en février. Et quand est le 10, oui, c'est le 10 aujourd'hui. Alors, donc il faudra bien sûr battre ce fer-là quand il est chaud. Auquel cas, le laisser tout au moins finir avec ces barrages, mais avec ce risque. Avec ce risque. Parce que, psychologiquement, est-ce que vous pensez que ce monsieur soit vraiment encore à même? Lui-même, il sait les bourdes qu'il a commises lors de cette compétition. C'est pour ça que je dis, il faudra revoir cette affaire-là très rapidement. Soit vous le maintenez et vous le remettez rapidement en confiance, soit alors vous le débarquez et vous trouvez quelqu'un d'autre. Vous l'avez donc dit ce qu'il disait en notre terme. C'est de ça qu'il est question. Non, je penche beaucoup plus. Hein, le débarquer. Voilà, moi je joue pas avec. Ah, le liquide. Le liquide, voilà. Bon, alors nous sommes effectivement le 7. D'ailleurs, son objectif n'a pas été atteint. Et non, oui. Son objectif n'a pas été atteint. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. L'un de ses objectifs. Bon, si vous voulez, mais le principal, c'était de remporter la CAN, il ne l'a pas fait. Alors, Jean-Paul Akono, je sais que cette question est embarrassante pour vous, parce que vous aviez dit plusieurs fois, une fois sur ce plateau, que vous n'aimez pas vous prononcer sur la prestation de vos collègues. Alors, maintenant, les faits sont têtus. Conceição doit-il rester par rapport aux échéances importantes qui nous interpellent? Je crois que, compte tenu des échéances qui nous restent et compte tenu de ce qui a été fait, les échéances qui ont déjà été franchies, tout comme la CAN, je pense que les autorités, c'est-à-dire le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, d'une part, et d'autre part, le sélectionneur lui-même et son staff, n'est-ce pas, doivent faire le bilan. Ils doivent faire le bilan de toutes ces échéances-là. C'est vrai, il nous reste une échéance capitale, comme vous le dites, d'ici la fin du mois de mars. Les barrages contre l'Algérie. Contre l'Algérie, qualificatif. Au Qatar 2022. Pour la phase finale Coupe du Monde Qatar 2022. Je crois qu'au terme de ce bilan, chacun, n'est-ce pas, doit en tirer les conséquences. Doit en tirer les conséquences. Ça veut dire les autorités en charge du football doivent tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé
Et les responsables de cet encadrement technique, premier chef, parce que c'est le chef, c'est lui le patron, donc c'est son staff, n'est-ce pas, doivent aussi tirer les conséquences et savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que ça continue? On doit continuer. Est-ce qu'on doit se retirer? Se retirer. Je crois que le problème est là. Le problème est là. Il y a deux objectifs, je crois qu'il y avait trois objectifs principaux. Premièrement, améliorer le ranking du Cameroun au niveau de la FIFA. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Quel est le classement du Cameroun maintenant par rapport à ce qu'il était quand ce staff a été mis en place et quand on leur a donné ce premier objectif? Est-ce que ça a été atteint? Si nous étions, par exemple, quand ils prenaient fonction, si nous étions 30e, maintenant, est-ce que nous sommes toujours 30e, ou nous sommes 20e, ou nous sommes 40e? Ça. On a dit, tu dois gagner la Coupe du Monde. La CAN? La CAN. Est-ce que nous l'avons gagnée? Non. Est-ce qu'il était prévu que la troisième place, si on ne gagne pas, c'est la troisième place qu'on doit gagner? On doit tirer les conséquences. Maintenant, il reste un objectif avec cette échéance du mois de mars qui arrive, à savoir la qualification en Coupe du Monde. Compte tenu de ce que je viens de dire, je viens de développer, est-ce que maintenant, pour les uns et les autres, est-ce que cette dernière échéance, ce dernier objectif peut être atteint avec sous la houlette de staff technique. C'est pour cela que j'ai dit que les uns et les autres, que ce soit le président de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, qui comprend très bien ce que j'ai dit, et en coaction avec le ministre des Sports, doivent donc tirer les conséquences qui s'imposent. Et aussi, ça se fait. L'entraîneur, pas l'entraîneur, le staff technique tire aussi ses conséquences. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Ce qui peut me permettre de continuer. Est-ce que je n'ai pas été à la hauteur? Ce qui peut toujours me permettre soit de continuer, soit de ne pas continuer. C'est à eux de tirer, n'est-ce pas, ces leçons et de prendre la décision qui s'impose pour peut-être permettre, n'est-ce pas, de donner des possibilités, n'est-ce pas, au football camerounais de se situer par rapport à cette échéance que nous attendons au mois de mars. D'accord. Moi, je vais jeter une bouteille à la mer. Parce que quelque part, je suis aussi un spécialiste de ces choses-là, entre guillemets. Je propose une solution. Peut-être elle peut être inefficace, mais je la propose tout de même. Alors, dans l'urgence, est-ce que le président de la Fédération camerounaise de football et les instances décisionnelles institutionnelles ne pourraient pas opter pour une solution urgente du genre nommer un collectif des entraîneurs camerounais pour ces prochaines échéances, notamment le barrage, et peut-être si jamais nous réussissons notre place pour Qatar 2022, comme les Camerounais aiment bien la peau blanche, qu'ils reviennent donc maintenant à la peau blanche. Kazim Mangué. Oh, je pense que votre position serait la bienvenue. Maintenant, est-ce que notre ADN, est-ce que nous pouvons nous en débarrasser? C'est-à-dire que rarement les décideurs au Cameroun ont souvent pensé au cas général. Ils ont leurs intérêts. Vous avez réfléchi pour toute la République. Mais les décideurs, eux, ils ne décident. Ils ont d'autres paramètres de décision. Ils ont d'autres paramètres de décision. C'est-à-dire que, voyez-vous,
Le seul pays où il y a encore appel à candidature au monde de football, c'est le Cameroun. Vous, Emmanuel Et Jonas on Kara, sait comment ça se passe. Cet appel à candidature. La France n'a jamais fait appel à candidature. La France sait où se trouvent tous les entraîneurs du monde entier. Il sait où se trouvent les meilleurs, les moyens, les mauvais. Le Brésil n'a jamais fait appel à candidature. Que venez déposer les demandes, les CV, ça n'existe pas au football. C'est que les dirigeants savent, ils définissent un profil. Le Cameroun a besoin déjà qu'on définisse le profil d'entraîneur qu'il faut à la nation camerounaise. C'est pas n'importe quel profil qui peut. On ne peut pas venir entraîner au Cameroun si on n'a pas de la personnalité, si on n'a pas du charisme. Si on n'est pas en gagnant, si on n'est pas en compétence, si on n'est pas habitué aux situations difficiles, c'est dépassé. On vous parlera des gens, les deux Français que je vous ai cités, mais j'ai essayé de vous montrer les différences qu'ils avaient, les caractéristiques qu'ils avaient. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le monde du football aujourd'hui, on sait, Emmanuel Jonas Kara, où se trouve, même comme vous le disiez, il n'aime pas les Camerounais. Le chef de l'État camerounais est un Camerounais. Le ministre des Sports camerounais est un Camerounais. Le président de la Fédération camerounaise de football est un Camerounais. Il y a les grandes responsabilités qui sont confiées aux Camerounais. C'est quelle histoire que l'équipe Fagnon du Cameroun, un Camerounais de l'intérieur ou de l'extérieur, ne serait capable de diriger? Dans ce cas, comme les Camerounais ne peuvent pas avoir l'équipe nationale senior, mais il y a quand même des Zambiens, des Ghanéens, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, qu'ils aillent au moins prendre un Africain. Voilà, lui, c'est ce qui a montré qu'un Africain peut faire gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Non, s'il faut même prendre un blanc, prenons un bon blanc. C'est ce que je voulais dire. C'est assez niveau. Après, on ne va pas la parole. Je termine. Si on ne peut donc pas prendre un Africain, qu'on aille prendre un blanc, mais au moins qui a cette capacité de faire marcher les choses. A-t-il qu'il ne va pas venir vous prendre des joueurs qui n'ont qu'à un match dans les jambes? Parce que, Emmanuel Jonas, l'équipe nationale, une équipe nationale est généralement réservée à un entraîneur qui a le vécu. Un joueur pour être à l'équipe nationale, c'est un joueur qui a du vécu. Mais vous êtes d'accord avec moi que notre sélection nationale a eu des joueurs qui n'avaient pas de vécu et de compétition dans les jambes. L'équipe nationale n'est pas un centre de formation où on va venir former les joueurs. C'est-à-dire que Emmanuel Jonas Kara, je me souviens qu'en 2000, vous faisiez le papier, vous disiez les 11 joueurs qui allaient entrer avant même que l'entraîneur n'ait décidé, parce que vous les connaissez avant. Mais vous avez vu qu'avec cette sélection, nous n'avons pas été capables, même sur ce plateau, de savoir ne serait-ce que les 11 qui pouvaient entrer, pour avoir une différence même de 2 personnes. Vous avez eu la possibilité de ne pas savoir qui et qui vont jouer. Vous ne pouvez pas être un entraîneur dans une équipe nationale, Emmanuel Jonas Kara. Pendant 2 ans, vous n'avez pas une ossature. Même en club, les clubs les plus démunis, on a une ossature. À partir des bases arrière, c'est de l'inédit. Et quand vous avez emmagasiné toutes ces incohérences-là, vous ne méritez pas d'être un sélectionneur de cette équipe nationale. À mon avis, je reviens, vous m'avez posé cette question, je le dis encore, les décideurs ne sont pas objectifs. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas francs. Ils ne sont pas francs. Parce que Emmanuel Jonas Kara va aller toucher les 38 millions que Conceição touche. Et celui qui donne ça à Emmanuel Jonas Kara, son salaire ne dépasse pas 500 000. Il préfère que ce soit un blanc. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Emmanuel Jonas Kara qui est franc ne peut pas accepter n'importe quoi, mais le blanc là, lui il accepte n'importe quoi parce que quand ça se gâte, il reprend son vol, il part. Mais Emmanuel Jonas Kara, il sait que c'est son pays. Il ne laissera pas que son pays, que ça se gâte. C'est vous qui faisiez allusion tout à l'heure à la posture sur le banc de touche. Quand un entraîneur ne peut pas sonner la révolte, même dans le gestuel, même si ce n'est pas parolique, mais au moins le gestuel. On se disait ici l'autre jour que si Emmanuel Jonas Kara, vous n'étiez pas un observateur averti, vous arrivez au stade, vous ne saurez pas qui est l'entraîneur principal de l'Égypte. C'est tout le staff technique de l'Égypte qui était en ébullition. Je dis en ébullition. Mais vous avez vu, c'est pour ça que c'est tout le staff là qui doit rendre gorge. Parce
parce que le Cameroun est un pays à respecter. On ne peut pas continuer dans ces conditions. On a des échéances qui arrivent. Ou alors on leur redéfinit, peut-être que, comme ils ont beaucoup appris, parce que ça aussi, ils peuvent se servir de tous les coups de gueule que nous faisons, ils peuvent se servir des contre-performances qu'ils ont subies et ils mûrissent. Peut-être que, en les gardant, mais je vous assure, quand vous suivez ce qui se passe dans la tanière, il n'est pas possible de trouver de la sérénité. Il y a des garçons, je me pose même la question de savoir s'ils vont accepter les convocations qu'on va leur adresser, si c'est encore le même staff. D'ailleurs, Maxime, lui, il a déclaré que tant que c'est encore Conceição, lui, il préfère qu'on l'oublie. Voilà, il préfère qu'on l'oublie. Alors, je réitère ma question, Yannick, pour que nous soyons vraiment dans ce prisme-là. Alors, pourquoi ne pas, dans cette situation d'urgence, désigner un collectif d'entraîneurs camerounais pour ne pas aller très loin par rapport aux échéances? Déjà, je vous rappelle, en 82, c'est un Camerounais qui qualifie le Cameroun pour la Coupe du Monde 82. Et après, on prend un blanc, Henri Michel. Alors, Henri Michel, c'est vrai, il n'a pas eu de défaite en Coupe du Monde, mais il est allé imposer une défense hermétique pour que nous partions, n'est-ce pas, de l'Espagne sur des statistiques que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire pas de défaite, 3 points exactement. Alors, collectif, il y a d'aucuns qui vous diront oui, d'autres vont estimer peut-être que non. Vous vous souvenez de cet entraîneur, Jean-Paul? Jean-Vincent? Non, c'est celui qui qualifie le Cameroun pour le maintien. C'est Léonard. C'est Léonard. L'histoire ne trompe pas, c'est Léonard. C'est lui qui qualifie et on s'attend à ce que Léonard prenne et ses collaborateurs, n'est-ce pas, conduisent l'équipe nationale en Espagne, mais patatras, c'est plutôt un blanc, toujours un blanc et encore un blanc. Henri Michel. Ça sera de l'inédit. On donne la sélection nationale senior au Camerounais quand c'est catastrophique. C'est-à-dire que les nominations à cette sélection nationale, parcourez bien, vous allez voir que chaque fois qu'on a mis les nationaux à la sélection nationale, c'est pour jouer le rôle de sapeur-pompier, le cas de Jean-Paul Akono. Voilà. Allez-y, Yannick. Oui, moi je voudrais dire que collectif ou pas, il faut trouver un entraîneur, de toute façon. C'est-à-dire que si on décide que c'est un Camerounais, qu'on le mette. Oui, c'est-à-dire que c'est un Camerounais, qu'on le mette et qu'on puisse, le doter de tous les moyens que nous connaissons. Le coach Kavizmi parlait tout à l'heure. Non, l'élément peut-être qui lui échappe, c'est que il y a ce qu'on appelle les rétrocommissions avec ces entraîneurs blancs. La vérité, c'est ça. Hein? Il y a même certains dirigeants, effectivement, qui ont leur part dans leur salaire. Il y a quelque chose qui prélève. À chaque mois, ils prélèvent quelque chose. Donc, ces gens que vous voyez qui viennent dans les sacs, parce qu'ils viennent dans les sacs, ils débarquent comme ça dit un peu comme un cheveu dans la soupe. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous ne pouvez pas avoir un coach qui ne parle ni la langue la plus parlée au monde, qui est l'anglais, ni le français. Et le Cameroun excelle dans les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de français, il n'y a pas d'anglais. Vous faites donc comment pour communiquer avec vos joueurs? C'est-à-dire pour qu'il y ait parfaite communication, vous faites ça comment? Vous allez dire quoi? Il faut l'interprète, mais cet interprète-là aussi a déjà un salaire par mois. Pourquoi donc toutes ces dépenses? Alors que nous avons la possibilité de nous octroyer un entraîneur de choix, même si c'est je dis bien même si c'est le premier choix, le Cameroun a tous les moyens. Je disais tantôt aussi, vous pensez que le Cameroun ne peut pas encore faire l'affaire, mais prenez-nous au moins tout au moins quelqu'un que quand vous allez faire le choix, qu'au moins les Camerounais dans les 60-70% puissent accorder là-dessus que oui, c'est quand même un nom dont on a déjà suivi, c'est quand même un monsieur qu'on a déjà vu des faits d'armes. Oui, Yannick, certains vont arguer qu'on a fait ça en 2010 avec Paul Le Guen, qui était quand même un nom connu et qui n'a rien apporté à l'équipe nationale du Cameroun. Là, c'était au survif. On sait comment aussi Paul Le Guen arrive. Est-ce qu'on a eu le temps nécessaire pour pouvoir préparer l'arrivée de Paul Le Guen? Je dis tout ça relève un peu du sensationnel. Et ça, c'est camerounais, ça. Vous avez vu la cérémonie, la simple cérémonie d'accueil. On parlait de 100 millions de francs. C'est-à-dire c'est tout ce sens. On n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça.
C'est-à-dire que qu'on recrute en bonne et due forme un entraîneur qui vienne pour travailler, celui sera un cahier de charge, il aura, n'est-ce pas, des responsabilités qui lui seront attribuées et au bout, puisque l'entraîneur doit l'évaluer, on dit vous avez tel nombre de temps pour pouvoir nous donner tel résultat, si c'est pas bon, voilà ce qui va arriver. C'est aussi simple que ça. Je dis le Camerounais aujourd'hui, peut-être avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la fédération, on verra un peu que quelque chose, on verra si quelque chose pourra changer à ce niveau. Si c'est un entraîneur camerounais, qu'on lui donne les mêmes moyens qu'on a souvent donné à ces expatriés là, c'est de ça qu'il est question. Jean-Paul Apono aujourd'hui est ce qu'il est, juste parce que il a estimé que voilà ce qu'il me faut, et que l'ancien ministre des Sports à l'époque, il estime que quelqu'un qui était son camarade ne doit pas toucher la même, c'est-à-dire que ne doit pas avoir ça, pondre des règles qui n'avaient aucun sens au niveau de la hiérarchie. Mais c'est terrible, c'est-à-dire dans ce pays, terrible. Donc s'il faut un coach camerounais, moi je dis et j'insiste là-dessus, qu'on puisse lui donner les mêmes moyens qu'on a souvent donnés à ces expatriés. Il est là, c'est ça, vous savez combien il gagne aujourd'hui? Un peu plus de 30 millions de francs CFA. Par mois. Par mois, écoutez, c'est exagéré. Un local a demandé combien? Non, je pense que c'est pas sérieux. Il a 38, Oman Biyik est à 6 millions et demi. Qui est son Une disparité révoltante. Attendez. Regardez, ça dit que ce qu'on est en train de dire. Voilà son adjoint, c'est-à-dire le premier adjoint de Comte Sao. Il est camerounais, il a 6 millions et demi. Il a même le profil, il faut le dire. C'est pas en fait du hasard. Donc moi j'estime que non, vous ne pouvez pas. Je continue peut-être parce que, écoutez, j'étais ce week-end chez moi à Ibolova. J'ai eu quelques pics des amis qui regardent cette émission tous les jours, à qui j'adresse d'ailleurs un chaleureux bonjour et un bon début de semaine en passant, qui estimaient que j'étais un peu plus dur avec le coach. Non, ce qu'ils doivent savoir, c'est que nous avons là un monsieur qui vous met un garçon, déjà il le remplace en demi-finale, qui s'appelle Moukoudi. Je n'ai rien contre le garçon, il faut que nous soyons d'accord là-dessus, qui le titularise lors du match de classement. Moukoudi, faudrait-il le rappeler, c'est un garçon qui a déjà fait 5 mois sans disputer le moindre match dans son club. Son club qui est le dernier au classement en Ligue 1 en France, c'est-à-dire Saint-Etienne, donc qui revient de blessure. Et c'est lors du rassemblement qu'il a essayé de se remettre. C'est lui qui joue en lieu et place d'un garçon comme Jérôme Ongene, qui lui évolue au sein de Salzbourg, du côté de l'Autriche, un club qui dispute en ce moment la Ligue européenne des champions, qui est qualifiée pour les 8e de finale. Je dis objectivement, pour un entraîneur, qu'est-ce qu'il recherche? Jérôme Ongene, qui est titulaire à l'axe central de la défense de Salzbourg en Autriche, je dis bien c'est un club qui dispute la Ligue des champions, qui est qualifié en 8e de finale, et vous avez un garçon qui a déjà fait 5 mois à l'infirmerie, mais qui se retrouve titulaire au sein de la défense des Lions Indomptables. C'est pour quelle raison? Ça dit objectivement, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Vous ne pouvez pas l'expliquer. Donc, moi je dis, c'est un monsieur véritablement qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. La chance qu'il a avec les Lions Indomptables, on lui aurait donné l'équipe du Gabon, que je ne sais pas où est-ce qu'il sera aujourd'hui. C'est parce que c'est les Lions Indomptables, et j'insiste là-dessus, qu'il y a des moments où les Lions peuvent même se révolter et jouer même sans besoin qu'il y ait un... Alors quand les Lions font le 3-3 là et gagnent au tir au but, nous l'avons tous vu, nous on a vu son attitude. Il était assis au banc de touche, qu'est-ce qu'il a fait? Parler, faire un geste. Alors Jean-Paul Akono, c'est que vous êtes jugé parti dans cette position pour ou contre un collectif d'entraîneurs camerounais ou un entraîneur camerounais pour gérer cette dernière phase, d'autant plus que beaucoup de joueurs ne sont plus en odeur de sainteté avec Comte Sao. Je ne sais pas si ce collectif aura un pouvoir, n'est-ce pas, sur ce collectif aura l'entraîneur. Je ne sais pas, mais je pense honnêtement que s'il faut que je dise ce que je pense, je crois que le renforcement de ce staff technique me serait imposable. S'impose vraiment.
Quand je dis renforcer le staff technique, ce sera un peu de diluer les pouvoirs, n'est-ce pas, de l'actuel sélectionneur, n'est-ce pas, au profit d'un de ceux qui viennent renforcer ce staff technique. Sinon, comme je l'ai dit, où les gens tirent les conséquences qui s'imposent après le bilan, et puis on continue, parce que je ne vois pas, compte tenu des situations quelque peu délétères qui vont même jusqu'à une certaine rancœur qui s'est installée. La preuve, la sortie de Choupo-Moting, qui pour lui ne peut plus revenir en sélection si c'est avec le même staff qui continue. Il ne peut plus qu'on l'oublie. Ben, par contre, si on change de staff, n'est-ce pas, qu'il ça pourra revenir sur ses sentiments. Dans un autre état d'esprit. Voilà. Donc, c'est ça un peu que, pour moi, si on demandait mon point de vue, vraiment, on renforcerait ce staff technique en diluant un peu les pouvoirs de celui qui est là, parce qu'il est quand même sous contrat. Si on ne veut pas dépenser beaucoup d'argent, n'est-ce pas, en prenant la décision extrême, on renforce le staff technique, il est là-dedans, mais ses pouvoirs, n'est-ce pas, sont dilués au profit d'une personne ou de quelqu'un, n'est-ce pas, qui vient en renforcement de ce staff. Mais il ne serait pas contre, pour la première fois, que le Cameroun puisse prendre cette option de rompre, de résilier le contrat avant terme pour objectif non atteint, parce que moi, j'insiste là-dessus, Yannick. Alors, il y a le Messager, le quotidien, le Messager, qui a barré sa grande une ce matin, Conceição, le touriste. Ce sont des confrères, Conceição, le touriste. Donc c'est tout simplement pour confirmer tout ce que nous sommes en train de dire, n'est-ce pas, sur le personnage ici. Et j'estime que nous ne sommes même pas très durs, puisque nous partons des constats que nous avons eu à faire tout au long de cette compétition. On peut m'aller à chercher depuis qu'il est arrivé. Mais vous savez pourquoi effectivement tout cela a été couvert. Mais maintenant, ça ne peut donc pas rester couvert tout le temps. Il faudrait bien à un moment donné que nous puissions s'arrêter et dire que non. Si nous voulons aller loin avec notre équipe, les Lions Indomptables, elle mérite mieux. Les Lions méritent mieux que le monsieur qui est sur le banc en ce moment. Ce n'est pas qu'on insulte le type, mais lui-même il le sait, il n'est pas à la hauteur d'une équipe comme celle du Cameroun. Non, 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 non. Nous ne faisons pas la fine bouche là-dessus. Il n'a pas l'étoffe nécessaire. Même ceux, effectivement, ils le savent. Il n'a pas l'étoffe. Le dire, c'est comme si on faisait insulte. On ne le fait pas. On ne le fait. Il s'agit du Cameroun, et j'insiste là-dessus, il s'agit du Cameroun, et que le Cameroun a droit à un minimum de respect. Il faut qu'on respecte ce pays. Il faut qu'on respecte son équipe nationale, les Lions Indomptables. C'est de ça qu'il est question. Moi, je vais dire tout simplement qu'il ne faut pas que les responsables du football ou de sport biaisent sur cette question qui me semble assez fondamentale. L'entraîneur, Conceição, normalement, devait prendre ses valises ce matin et s'en aller. Hein. C'est un peu excessif. Est-ce que vous savez que, Emmanuel, vous êtes très ingénieux? Je voudrais vous dire qu'il y a un gros responsable de la République qui a dit que la médaille de bronze des Camerounais a la valeur d'une médaille d'or. Vous comprenez tout ce que ça veut dire? Un responsable, dirigeant dans cette nation qui dit aux Lions Indomptables, félicitations, cette médaille de bronze a une valeur de médaille d'or. Il reconforte l'entraîneur.
On dit que la prestation est bonne, tout est bien. C'est inacceptable, c'est incroyable. Alors qu'ailleurs, des décisions fortes. Vous savez, mettre le sparadrap sur une blessure, ce n'est pas traiter cette blessure. Au contraire, on poserait la question de savoir, doit-on continuer avec ce monsieur pour ne pas atteindre les objectifs, ou doit-on ne même pas atteindre les objectifs avec un autre? On dirait qu'il vaut mieux ne pas atteindre les objectifs, mais avec une autre personne. Ça peut révolutionner les choses, parce qu'en réalité, c'est Yannick qui le disait, et Jean-Paul le sait. Quand votre vestiaire n'est pas maîtrisé, quel que soit le potentiel dont vous disposez, vous passez à la trappe. Le vestiaire des Lions n'est pas maîtrisé. Du tout. Le vestiaire des Lions n'est pas maîtrisé. Je vous ai pris un cas de figure. Comment pouvez-vous allier un joueur, porter son nom sur une feuille de match sans que vous ayez eu une séance de travail avec ces joueurs? En management, en coaching. Première des choses, c'est de se rapprocher de tous les joueurs, savoir qui n'est pas prêt pour ce match décisif. Il y a un qui vous dira, coach, moi j'ai mal dormi. Il y a un qui vous dira, vraiment, coach, je ne me sens pas bien. Mais les joueurs sont surpris qu'ils font partie de ceux qui vont livrer un match. De surcroît, il y a un qui est capitaine. Ce n'est pas possible en équipe nationale du Cameroun. J'ai du respect pour les autres nations. Mais Emmanuel, quand on parlait de sélection nationale du Cameroun, moi je suis un entraîneur de football de haut niveau. Mais j'ai beaucoup de respect. Je ne peux pas vous cacher. On me nomme entraîneur national des Lions, senior. Je dirais que vous êtes moqué des Camerounais. Je le leur dirai. Le Cameroun a besoin maintenant, pour les échéances à venir, d'un entraîneur qui est habitué aux situations difficiles. Voilà. Donc, qui a de la personnalité, qui a du charisme, qui peut faire marcher même le ministre. Dit au ministre que laissez que les enfants n'aillent pas manger le bois. C'est quand on va finir le match que nous allons prendre et venir avec ici, là où ils sont. C'est-à-dire que donc, vous voyez des... Ça s'appelle tout simplement, Casimir, être honnête avec soi-même. Parce que vous voulez le bien. Parce qu'en réalité, il y a des papas, vous dites papa est méchant, pourtant il se bat comme ça pour votre avenir. Donc, on ne perd rien à être honnête, à être franc. Quand vous prenez les joueurs qui préparent une demi-finale, vous leur sortez de leur base naturelle de préparation. Vous savez à quoi vous les exposez? Vous les sortez de leur cadre de concentration. Vous allez leur provoquer la déconcentration. Quand ils rentrent là, ils ne sont plus dans le même esprit. La veille, où étaient les Lions? Parce qu'il fallait aller manger. Est-ce qu'on était obligé de sortir les Lions de leur base naturelle de préparation pour... Et ça démontre que l'équipe n'était pas managée. Je vous ai dit la différence entre un entraîneur et un coach. Voilà, merci Casimir, c'est entendu. Je crois que sur ce plateau, nous sommes unanimes du fait que Conceição doit partir. Va absolument partir. Ipso facto, il doit partir du Cameroun, partir de l'équipe des Lions indomptables. Bravo au Sénégal pour le premier sacre continental. Bravo, surtout aux Lions, il ne faut pas le dire, pas forcément pour la médaille, n'est-ce pas, de bronze, mais pour le fighting spirit dont ils ont fait preuve ce fameux samedi contre les étalons de Burkina Faso. Merci d'avoir suivi. Fin de l'émission. Au revoir.